Le clairon. Je suis très heureuse de recevoir le docteur Franck Zéger. Bonjour, ou Zéger, je ne sais pas comment on dit, pardon. On dit Zéger. Zéger. Zéger en français, mais si vous avez fait allemand première langue, c'est Zeiger. Alors, je n'ai pas fait allemand première langue, mais Zéger, ce sera très bien. Alors, vous êtes médecin généraliste, coordinateur d'un EHPAD en Seine-Saint-Denis. Vous êtes auteur de « Vous savez, docteur, cela fait longtemps que je suis vieille » et « Covid-19, résistance virale, les chroniques censurées d'un médecin de terrain ». Justement, ce sont ces chroniques censurées qui nous intéressent, et peut-être même ces mails censurés, ceux de Epstein, puisque, je propose, d'ailleurs, chers amis, de regarder tous ensemble les mails Epstein publiés en 2015, où on voit que finalement, cette pandémie était déjà discutée chez Epstein. Est-ce qu'on peut voir cette image ? On va la voir tout de suite, chers amis. Voilà, alors je vais vous le lire en même temps. Donc, c'est un mail qui date de 2015 d'Epstein à Terje Rod Larsen, donc, qui était directeur général de l'Institut international de la paix. Voilà ce qu'écrit Epstein. Terje, veuillez trouver 6 juin un projet d'ordre du jour pour la réunion sur la préparation aux pandémies. Comme demandé, discutons des prochaines étapes, par exemple, comment impliquer officiellement l'OMS et la Croix-Rouge. Pourquoi pas en co-branding. Co-branding, c'est, on fait une marque ensemble. Bien cordialement, et j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Et vous avez un deuxième mail qui arrive plus tardivement, en 2017, en mars 2017, cette fois-ci à destination de Bill Gates. Voilà. Et celui-ci, on voit clairement les questions de pandémie simulation, donc s'entraîner pour une simulation de pandémie. Merci pour l'opportunité, j'espère que le week-end commence bien. Bon, vous voyez l'idée qui était déjà en place dans ces mails. Franck Zéger, j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui avez travaillé et sur les questions de pandémie Covid, et vous avez chroniqué cette pandémie Covid et le fait que vous qui avez été aussi coordinateur d'un EHPAD, le fait que le décret, par exemple, Rivotril était peut-être une mise à mort des personnes âgées dans ces EHPAD, et puis désormais cette loi euthanasie qui a l'air d'aller dans le même sens. Vaste sujet. Oui. Non, ce qui est certain, c'est que je vais vous répondre en 2 temps, en fait. La première, c'est que on est dans une ambiance mortifère, effectivement, et moi, je voudrais parler d'instinct de vie qui va faire de moi que, finalement, je vais devenir un délinquant. C'est-à-dire que moi, dans mon job, mon travail, c'est effectivement d'accueillir des gens qui ont perdu beaucoup de capacités, excusez-moi, qui ont une grande dépendance. Et mon travail, c'est effectivement de travailler sur les capacités restantes. C'est-à-dire qu'effectivement, même quand vous êtes très altéré, il reste toujours quelque chose. Il y a un professeur de médecine qui avait calculé que, grosso modo, on avait 100 milliards de neurones dans le cerveau. Et quand on faisait des autopsies de patients au stade sévère de démence, donc vraiment quand il restait plus grand-chose, le cerveau pèse jusqu'à 40% de moins. Ça veut dire qu'il reste encore 60 milliards de neurones. Ouais. Autant dire qu'il y a encore beaucoup de capacités. Et mon job, c'est effectivement de travailler sur les capacités restantes. Et là, on fait une loi, effectivement, sur comme on a perdu des choses, la solution, c'est effectivement l'euthanasie. Oui. Et là, il y a un lien effectivement direct avec la Covid. C'est que la Covid, ça a été une évolution des soins qui est dramatique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été l'apprentissage du renoncement. Ça a été effectivement, on a un problème de santé, ça n'a pas été battez-vous et trouvez des solutions, ça a été restez chez vous et prenez du Doliprane. Ça a été on renonce. Quand on renonce, évidemment, les gens vont moins bien. Et qu'est-ce qu'on a proposé comme solution? Ça a été effectivement le Rivotril pour abréger les souffrances. On était dans le renoncement. La loi euthanasie, c'est exactement le même principe. On sait très bien qu'effectivement, si on va en soins palliatifs, l'envie de mourir n'existe plus. Moi qui m'occupe de soins palliatifs, franchement, quand on s'occupe bien des gens, ils n'ont pas envie de mourir. Donc là, on renonce aux soins, comme on a renoncé aux soins pendant la Covid. Les choses ne vont pas bien, et qu'est-ce qu'on vous propose? C'est l'euthanasie. Et nous, effectivement, enfin moi en tout cas, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est ne pas renoncer aux soins. Et cette évolution de la médecine qui est de dire, on ne peut plus, alors pourquoi est-ce qu'on en est là? Il y a plusieurs explications. Évidemment, il y a une explication économique. C'est que les soins en fin de vie coûtent très cher, et donc je suis certain qu'il y a des gens qui pensent que si on pouvait éviter cette phase-là, on ferait des économies.
Et puis après, il y a des gens qui ont, dans une philosophie qui est ancienne, la notion qu'on est trop sur Terre et que si on pouvait réduire un peu la population, ben, ça serait pas plus mal. Et ces gens-là existent, hein. Alors, je ne connais pas leur capacité de nuisance, mais c'est des théories qu'on peut lire depuis de nombreuses années sur le fait, il y a même eu des théories sur le fait que faire un enfant n'était pas écologique parce que ça polluait beaucoup. Enfin bref, il y a des gens qui pensent qu'effectivement on est trop sur Terre et qui veulent réduire. Par contre, je ne pourrais pas m'engager sur leur capacité de nuisance. Quand on lit les mails d'Einstein, on se rend bien compte qu'effectivement, ils existent. En tout cas, ça, c'est une certitude. Oui, alors justement, vous avez pu peut-être lire aussi, vous, quelques mails d'Epstein. Est-ce que vous-même, vous avez trouvé un lien? Est-ce que les choses sont plus claires pour vous à partir du moment où on a ces mails Epstein sur le suivi, la mise en place d'une mise à mort, on l'a dit, avec Rivotril ou d'autres ou d'autres molécules d'ailleurs à partir du Covid, et puis ensuite maintenant autour de la loi euthanasie? Je pense que sur la Covid, ce qui est certain, c'est que on peut fortement penser qu'il y avait une programmation. De toute façon, il suffit de reprendre ce qui s'était passé avec le H1N1 quelques années plus tôt, Oui. le rapport du Sénat, et on voyait que tout ça, effectivement, était assez programmé, puisque tout était dit, et après, ils ont corrigé beaucoup de choses pour que lors de la Covid, ça se passe mieux, entre guillemets, hein. Ainsi, par exemple, pour la H1N1, par rapport aux professionnels de santé, moi, j'étais médecin à l'époque, médecin en cabinet de ville, c'est des gendarmes qui étaient venus me chercher. J'étais en consultation, je me souviens très bien, c'était un samedi matin. Et donc, 2 gendarmes sont venus me chercher à ma consultation. La salle d'attente était pleine. Ils m'ont pris et ils m'ont emmené dans un gymnase où, effectivement, j'ai fait le pied de grue parce que personne ne voulait se faire vacciner. Bon, pour la Covid, ils ont bien amélioré le système parce qu'au lieu d'envoyer des gendarmes, ils ont envoyé des sous. Et visiblement, payer les gens très cher, ça a marché beaucoup mieux. Donc, ils ont amélioré effectivement le processus. Est-ce que dans la logique du processus, il fallait effectivement utiliser le Rivotril? J'en suis pas sûr. Moi, je pense que cette logique, c'était simplement de renoncer aux soins. Et face à la renonciation du soin, vous vous retrouvez sur des situations désespérées et on en arrive à l'euthanasie par le Rivotril, Oui. pardon. Comme on arrive à l'euthanasie sur effectivement les gens en fin de vie, à qui on refuse effectivement les soins palliatifs parce que ça coûte cher et parce qu'on n'en a pas, et à qui on dit proposons l'euthanasie. Oui. Alors, Voilà. Donc, oui. On a reçu Éric Mercier, qui est un fermier qui a beaucoup travaillé sur ces molécules. Je propose d'écouter un extrait parce qu'il alerte, lui, sur notamment l'utilisation du midazolam, qui est une molécule qui est utilisée pour la sédation profonde. Je propose d'écouter cet extrait, je vais vous faire réagir. Les cocktails lithiques le plus utilisés actuellement en sédation profonde sur les recommandations de la Société française de soins palliatifs via Madame Fourcade, tout ça est officiel, il n'y a aucun souci, sont, comment dire, il y a de la morphine, mais il y a surtout du midazolam. On retrouve dans les protocoles qui ont été proposés par la SFAP pendant la crise sanitaire de la scopolamine, et on retrouve également du furosémide. Et je vais m'arrêter là. C'est des bons médicaments. Mais quand on les mélange entre eux, ça tue les gens. Okay. Voilà. Quand on dit, voilà, la personne est dans des souffrances incommensurables, on la fait dormir. Ouais, ok. Mais le midazolam, pour revenir sur Joël Zivo, maintenant on sait grâce à lui que ça attaque le parenchyme pulmonaire, que les poumons se mettent à transpirer, se remplissent de flotte, et que la personne va mourir noyée en suffoquant pendant des heures, voire des dizaines d'heures, voire des jours entiers. Voilà. Alors, vous qui connaissez bien les soins, donc l'EHPAD, donc l'accompagnation des personnes âgées, etc., est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec ce que dit Éric Mercier? Donc, il a parfaitement raison sur les produits qui sont utilisés, sauf qu'il n'y a aucune autorisation de mise sur marché sur les produits, puisqu'il n'y a pas de cocktail lithique en France, puisque effectivement, la loi n'est pas encore passée, et donc officiellement, ça n'existe pas. Alors moi, je vois effectivement dans la pratique ce que font les gens. Effectivement, ils utilisent de la morphine, ils utilisent effectivement du midazolam, et ils utilisent un petit peu tout, à vrai dire, mais sans en vraiment en gérer les conséquences. Dans la loi qui est passée à l'Assemblée nationale, ils ont mandaté la haute autorité de santé pour effectivement mettre en place les protocoles et les produits. Donc ça veut dire que la haute autorité de santé, ils vont faire des commissions où ils vont effectivement sortir les indications et les produits. Donc ces gens-là vont se réunir
pour créer des cocktails lithiques pour tuer les plus faibles d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez imaginé la teneur de ces commissions. Donc, vous allez avoir des professionnels hautement Qualifié. professionnels Oui. qui vont se réunir pour dire, ben voilà, pour la personne de 80 kilos, il faut mettre telle dose. Pour celle de 60, il faut mettre telle dose. Si c'est un jeune, on mettra tel produit. Si c'est Mais ces gens sont horribles. C'est absolument hallucinant que des médecins puissent se réunir pour décider des cocktails pour tuer les gens. C'est un truc de fou. Et comme la Haute Autorité de Santé, on les a vus pendant le Covid, dès qu'effectivement un produit sortait pour soigner, pour traiter, ils étaient irascibles en disant non, il n'y a pas eu d'études en double aveugle contre placebo, contre témoin. On peut imaginer qu'ils vont être aussi rigoureux pour l'euthanasie. On va se retrouver avec des études avec des cas témoins. Donc il y aura le cas témoin où on veut te tuer, mais on te donne un produit placebo. Et le cas témoin, et puis on va tester, et puis voir. Non, mais ces gens sont des Ah oui, sont mais des c'est grands vrai, malades. j'avais pas pensé à ça, c'est affreux. Ah ben, il va falloir tester. On peut pas imaginer que ces gens aussi rigoureux. Pendant la Covid, ils nous en ont fait des pataquès dès qu'on utilisait des produits qui étaient connus depuis plus de 50 ans, comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, qui n'ont pratiquement aucun effet indésirable. Ils nous ont fait des pataquès en disant vous n'avez pas le droit de les utiliser, il n'y a pas eu d'études, etc. Donc j'imagine qu'ils vont être aussi rigoureux pour les produits concernant l'euthanasie. Donc je m'imagine qu'il y aura donc des cas témoins. Vous imaginez un petit peu, ça va être terrible. Oui, mais surtout que, encore une fois, ces molécules, ce qu'explique Éric Mercier, ne sont pas forcément faites. C'est pas un poison et on meurt immédiatement. Enfin, c'est un empoisonnement là. Pour le midazolam, entre autres, visiblement les poumons sont noyés, donc on meurt dans d'affreuses douleurs. C'est pas du tout ce qu'on nous fait croire. C'est pas j'ai décidé la mort parce que je souffre trop et je vais souffrir tranquille. Je ne vais pas m'éteindre en toute tranquillité comme si je m'éteignais dans mon sommeil. Je voudrais qu'on soit un petit peu plus optimiste. Ce que nous racontent ces gens, c'est effectivement, on met fin parce qu'effectivement, il y a d'horribles souffrances. Si vous reprenez la loi, déjà, le coût de l'horrible souffrance pour la loi, c'est pas vraiment ce qui apparaît, hein. Oui. Dans la loi, ils mettent affection grave et incurable. Donc, ils parlent pas dans ce cas-là, d'horrible souffrance. Et après, il y a un chapitre, souvent, souffrance physique continue, mais aussi psychologique. Bah, Donc, on nous a vendu effectivement une loi sur d'horribles souffrances que, honnêtement, moi, je ne connais pas parce que j'accompagne, dans une année, j'accompagne entre 15 et 20 personnes qui décèdent. Et le coût des horribles souffrances qu'on peut pas régler, je le connais pas. Donc, moi, je connais des gens qui, effectivement, s'éteignent doucement, dans leur sommeil, tranquillement, parce qu'ils ont été bien accompagnés. Et on nous fait croire qu'effectivement, cette loi s'adresse à la horrible souffrance, alors qu'effectivement, vous regardez, c'est affection grave et incurable. Donc, affection grave et incurable, déjà, ça justifie pas l'euthanasie pour moi. Si vous prenez la définition de l'OMS a fait une définition de la santé. Oui. La santé, c'est un état effectivement de bien-être, mais c'est un état où la maladie est acceptée. C'est-à-dire que vous pouvez être en bonne santé et être malade. bien Vous sûr. pouvez être en bonne santé et avoir une maladie grave et incurable. Donc, mettre dans cette corrélation grave et incurable égale euthanasie, c'est déjà assez choquant. Je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais j'aimerais juste vous faire une autre démonstration. Quand on travaille sur les gens qui se suicident, il faut comprendre qu'effectivement, dans la démarche du suicide, donc la démarche qui fait qu'on met fin à sa vie, on est face à des difficultés. Et face à ces difficultés, votre vie vous amène à plusieurs choix. On va dire qu'au début, il y a 10-15 choix. Donc, vous choisissez une voie, et puis cette voie, effectivement, ne répond pas à votre problématique, votre souffrance. Et ces choix de 10 à 15 passent à 4-5. Et dans ces choix, il y a le suicide. Mais le suicide, c'est quelque chose qui, moralement, est inacceptable dans nos sociétés, n'est pas accepté, donc c'est un frein. Vous évoluez dans vos difficultés, de 4-5 choix, vous n'avez plus que 3, et dans ces 3, il y a le suicide. Les choses ne s'améliorent pas, et puis finalement, à la fin, vous arrivez, il n'y a plus que le suicide. Mais le suicide arrive à la fin parce qu'il est effectivement reconnu comme n'étant pas acceptable et accepté dans nos sociétés, quelles que soient les religions et quelles que soient les pratiques. À partir du moment où vous mettez dans ces possibilités de 10-15 choix au départ, la possibilité de l'euthanasie, qui est quand même sacrément valorisée dans cette loi, parce que dans cette loi, il n'y a quasiment aucun garde-fou, hein. C'est vraiment une loi porte ouverte, vous pouvez vous euthanasier, on va vous aider. Il y a même un chapitre qui dit que si vous euthanasiez, ils ont même pensé à ça, l'assurance décès restera valable. Donc si je m'euthanasie, je rends service à ma famille, qui va effectivement avoir tous mes dettes qui disparaissent. Donc ils ont vraiment fait une loi qui était très pro... Incitation, ouais. Exactement. Et donc, pour revenir sur mon schéma du suicide,
Quand effectivement, dans ces choix, vous avez l'euthanasie qui est un choix positif, et ben effectivement, vous n'allez pas avoir quelques cas de suicide chaque année, vous allez multiplier par ces fins de vie par 3 ou 4, parce qu'effectivement, ce choix de mettre fin à sa vie va être effectivement possible, alors que normalement, notre société met plein de freins justement à ce système de mettre fin à sa vie. Donc c'est quelque chose qui va, comme ça s'est passé au Canada, d'ailleurs, où on voit effectivement que 5% des décès au Canada sont liés à l'euthanasie. Donc on se rend compte que dès qu'on ouvre cette porte, 5%, mais c'est énorme. c'est énorme. C'est effectivement, l'euthanasie tue plus que beaucoup de maladies, hein. Ouais. Donc on devrait effectivement être beaucoup plus pondéré et dans la pratique de tous les jours, je peux vous assurer que si on développe les soins palliatifs, la question de l'euthanasie, en fait, elle se pose pas. Elle est sur des cas marginaux. Et si on fait des lois sur des cas marginaux, on n'est pas sorti, hein. Oui, oui. Et puis je rappelle en plus que enfin, écrit comme elle est pour le moment, cette loi permet à un enfant, enfin un jeune enfant enfin 18 ans, un peu plus, d'aller donc à votre enfant, d'aller se faire euthanasier sans que vous en soyez informé, parce que le médecin n'a pas le droit de vous en informer, et que cela peut se décider en 48 heures, que donc Oui. s'il a une baisse de morale, ce qui peut arriver chez les adolescents, il peut partir et être euthanasié sans même que vous n'ayez le droit ni l'information comme quoi il avait cette soudaine envie. Voilà, donc vous voyez que c'est absolument terrible. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y avait comme un plan, une culture de la mort au moins, on peut le dire, dans ces dossiers Epstein, ce qu'on peut relire à travers aussi ces mails Epstein qu'on vous a lus tout à l'heure. Merci encore Frank Zeiger. Je voulais juste vous demander, puisque beaucoup d'auditeurs suivent aussi votre plainte contre le docteur Vargon, où est-ce que vous en étiez? Alors, excusez-moi. Donc la plainte contre Vargon, ça a été le Conseil de l'ordre l'a mis sous le coude, hein. C'est-à-dire qu'ils ont eu une défense assez extraordinaire. C'est-à-dire que comme il y a eu beaucoup de gens qui ont été choqués, ils ont considéré que ça fait trop de gens choqués, donc on met ça sous le coude. Et ils ont renoncé à poursuivre le docteur Vargon en disant qu'effectivement, quand il disait qu'on allait refuser les gens qui n'étaient pas vaccinés, c'était une mission de service public. Donc, comme il est protégé par son statut, c'est-à-dire que s'il avait été libéral, il ne pouvait pas se protéger. Donc, comme il est protégé par son statut d'agent administratif, ça en reste là pour le moment. Donc, la seule voie de recours, c'est effectivement auprès du ministère de la Santé. Donc, j'ai évidemment fait un recours auprès du ministère de la Santé en leur demandant si effectivement, ils considéraient normal de discriminer les gens aux urgences de l'hôpital. Donc, pour le moment, c'est un recours qui est lancé au niveau du ministère de la Santé et j'attends le retour. D'accord, eh bien, merci à vous pour ces dernières informations. On suit ça avec vous. Merci encore pour tous ces éclairages, docteur Zeiger. Et puis, oui, vous avez un truc à ajouter? Et merci pour ce que vous faites, parce que c'est bien d'en parler d'une... Et encore une fois, j'aimerais qu'on parle plus d'instinct de vie que d'instinct de mort, parce que ce pays est vraiment en train de tourner sur bon sang de bois, de la vie, et je vous y participez. Merci beaucoup. Bon sang de bois, j'aime bien cette expression. On est l'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Tocsin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est maintenant, vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Tocsin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Tocsin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.